Bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent, on croit qu'il y a des places par là-bas. Merci beaucoup d'être venus en cette conférence deuxième jour de ProDurable, après-midi du deuxième jour. Donc vous êtes peut-être à bout. On va essayer de faire un truc un peu sympa. J'ai des invités super. Donc à ma droite et en partant de ma droite, Fabrice Bonifay, directeur du, j'en oublie pas, développement durable, HSE, qualité. On saura quoi. Développement durable du groupe Bouygues. Anne-Fleur Goll, qui travaille chez Deloitte Sustainability et qui a fait un jour un super discours sur la tribune d'HEC dont on va parler un peu. Et non, on le montrera tout à l'heure, mais il est beau. Et Valentina, qui est prof à l'ESCP sur les sujets notamment d'économie circulaire. On a voulu, par cette table ronde, essayer de répondre à une question qui n'est pas tout à fait celle de l'intitulé, mais qui est en gros, est-ce que les collaborateurs engagés, c'est une bénédiction ou une malédiction ? La doxa, c'est de dire c'est super. Prenez n'importe quel patron de boîte, il va vous dire mes collaborateurs sont super engagés, ils ont envie de faire plein de trucs, c'est génial. Et en fait, au début, c'est vrai que c'est génial. Le Fabrice qui veut mettre des poubelles de tri, tout le monde est pour. Le Fabrice qui dit qu'il faudrait une alternative végétarienne à la cantine, tout le monde est pour. Le Fabrice qui veut plus prendre l'avion, déjà, il y en a qui commencent à coincer un peu. J'ai choisi Fabrice au hasard, hein, c'est pas forcément le parcours de Fabrice. Et puis le Fabrice qui commence à prendre la parole à l'extérieur pour dire que quand même, ça serait bien d'envisager une fin à la croissance infinie. Ça commence à frotter un peu et qui commence à dénoncer des collaborations avec d'autres boîtes qu'on considère comme écocides. Là, on commence à se dire... Parfois, le collaborateur un peu engagé, un peu radical, cette espèce de radicalité de l'intérieur, elle n'est pas évidente à gérer. Et ben c'est à ça qu'on va essayer de répondre avec nos invités. Anne-Fleur, on commence par toi. Tu as fait un truc, et donc certains vous te connaissent peut-être pour ça, on va le montrer. Tu étais jeune diplômé, tu travaillais déjà chez Deloitte, ça fait partie des points importants, et tu as prononcé à HEC ce discours intitulé « Quel rouage serez-vous ?» Ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous conseille de l'écouter, ça dure une dizaine de minutes, je l'ai réécouté ce matin, c'est vachement bien. Et dès le début, tu dis en gros, je me suis rendu compte qu'à HEC, on nous formait à des carrières qui étaient l'exacte raison de l'effondrement environnemental que nous sommes en train de vivre, et ça m'a un peu embêté. Tu as, combien tu disais, 4000 personnes? Non, plus moins. 5000, donc un peu plus, 5000 personnes à ce moment-là qui se lèvent et qui applaudissent. Donc c'est quand même pas mal. Et puis il faut avoir en tête que derrière, tu as quand même le poids de l'institution dans son caractère parfois un petit peu caricatural, ainsi que ta toge elle-même un peu, voilà. Donc les profs, les Hermine, voilà. Et donc tu te lèves, tu dis ça, tu parles de décroissance dans le discours. Cette forme de radicalité-là, le lundi d'après, tu retournes dans ta boîte. Comment elle est reçue? C'est quoi ton... Très bien. Enfin, en vrai, j'ai eu que du soutien, mais parce que je travaille dans ce secteur-là. Et donc, c'est plutôt vu comme... on est tous des gens chez Deloitte Sustainability qui travaillons que à transformer les entreprises, à essayer d'enclencher un mouvement et qui faisons ce métier pour ça. Donc forcément, de voir ce genre de mouvement et de voir l'impact médiatique que je n'avais pas du tout anticipé derrière, c'est quelque chose où les gens étaient plutôt fiers de se dire que je travaillais là avec eux. Ils étaient, voilà. Donc c'était ça la réaction sur le coup. Et t'as jamais le contre-mouvement? Parce que Deloitte, c'est une grosse boîte, comme toutes les grosses boîtes du monde, il y a forcément des gens qui peuvent répondre m'emmerdez pas, laissez-moi prendre ma bagnole, faire mon barbecue. Enfin, on voit bien les espèces de réflexes un peu mécaniques qu'il peut y avoir contre des appels à la sobriété. Ça arrive jamais jusqu'à toi, ça, dans la boîte? Non. Ce qui est plutôt cool. Fou, ouais. Pour moi, ça veut dire deux choses. La première, c'est que déjà, c'est des avis où les gens ont de plus en plus honte de les émettre. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ce n'était pas le cas il y a 3, 4, 5 ans. C'est toujours pas complètement le cas dans plein de situations de la vie. Mais en l'occurrence, publiquement, en entreprise, de dire « Oh là là, mais elle est sérieuse à dire ça, n'importe quoi, on peut quand même encore prendre sa voiture. » C'est pas un truc qui est... Enfin, c'est de moins en moins politiquement correct. Et en fait, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Et la deuxième chose que ça veut dire, c'est que j'ai la chance d'être hyper bien entourée et protégée. Moi, je ne suis pas du tout à un niveau de seniorité hyper élevé. Je ne suis pas dans les sphères politiques de la direction de Deloitte, etc. Et du coup, j'ai des boss qui me soutiennent à fond et qui potentiellement, peut-être, ont déjà dû me défendre face à ce genre de personnes au sein de Deloitte, mais ne m'en ont jamais parlé et m'ont toujours dit mais continue, va intervenir à ProDurable. D'ailleurs, ils me disent pas va parce que je leur demande pas et j'ai carte blanche. Mais non, mais parce qu'ils savent. J'ai appelé Anne-Fleur, elle m'a pas répondu. Attends, je parle à la com. C'est ça qui est beau quand même. Non, mais c'est vrai. En fait, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est important de le préciser. Moi, je suis pas du tout là au nom de Deloitte. Je suis pas là au nom de Deloitte Sustainability. Je suis là juste en tant que militante. Mon métier a énormément de liens et d'importance dans ce que je dis, parce que c'est pour ça que si je le fais toute la journée, c'est ça qui me permet derrière d'être compétente pour en parler. Mais
bah, c'est un peu une ligne de crête, quoi. Je parle pas pour mon entreprise et en même temps, je suis dedans. Et en l'occurrence, oui, je suis très bien entourée. J'ai la chance dans ma boîte d'être hyper bien entourée et d'être protégée. Et justement, ma radicalité, c'est quelque chose qui est protégé et qui est vu comme quelque chose de bien et qui permet justement d'aller plus loin, y compris chez nos clients. Quand on bosse chez des clients, j'ai des clients qui étaient contents que je sois sur leur mission. Alors que je suis une consultante comme n'importe quelle autre consultante. Il ne faut pas oublier que bosser dans une boîte de service, c'est gérer sa radicalité pour soi à l'intérieur de Deloitte et pour l'ensemble des clients à qui on parle. Tout à fait. Quand on se retrouve face à ces clients. Non, mais c'est possible. Par exemple, peut-être que dans certains staffings de mission ou des trucs comme ça. Valentina, toi, tu es côté école, donc les élèves quelques années avant. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu que ça a continué. Après ces discours-là, il y a eu ce qui s'est passé à HEC avec les interruptions sur les forums d'entreprise pour pas que Total soit présent. Toi, tu les vois, ces élèves qu'on envoie après en entreprise, ils sont tous radicaux. On forme des promos entières de Anne Fleur qui vont déferler sur l'entreprise. En fait, tu me mets dans une situation difficile là, parce que d'habitude, à l'ESCP, je suis prof à l'ESCP, je suis celle qui fait bouger les choses. Je m'engage, je m'entoure de ces radicaux qui existent, certes, mais là, désolé, je vais faire un peu la rabat-joie. Certes, il y a 30 000 signataires du manifeste pour le réveil écologique. Certes, il y a Flore et d'autres dans d'autres écoles qui ont pris la parole. Et peut-être, bon signe, les autres ont applaudi. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas encore dans la contamination de masse. Il ne faut pas oublier que le ventre mou, il est bien mou après l'été et peut-être il a pris encore plus de poids. Donc, moi, plus que de radicalité en école, ce que j'observe, c'est une sorte, à l'image de la société, de polarisation qui ne cesse d'augmenter. Avec des bulles, si on voulait faire cette polarisation sur un graphique, qui reste encore plus grand. La taille elle est plus importante pour des carrières un peu traditionnelles. Je vous rappelle que les dernières enquêtes qui ont été faites avec les étudiants des grandes écoles mettent toujours au top envie d'une très bonne rémunération, qualité de vie au travail. Et après, bon, la RSE, l'environnement. C'est intéressant, arrive. le choix. Ils classent mal parce qu'on leur dit la politique RSE de la boîte. Et c'est intéressant de se dire, est-ce que ces mots-là ne deviennent pas très chargés, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, il y a des biais énormes quand on répond à ces enquêtes-là. Mais quand même, je ne vois pas encore ce ras de marée-là. Et surtout, je voudrais dire qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, au moins dans mon école, je ne m'abuserai pas pour les autres, les étudiants, globalement, ne sont pas super ou hyper politisés. Il y a une forme de inertie, de conformisme aux trajectoires familiales et on sait combien sont connotés socialement, même s'il y a de plus en plus de diversité. Mais donc, moi, je ne vois pas cet engagement, tout ça. Chez nous, on a plusieurs campus en Europe. Le temps de faire une communauté qui permette aussi des liens et d'émerger, de faire sentir d'avoir. Peut-être, contingent, chez nous, ça ne se fait pas trop. Et après, il y a des formes de compartimentalisation. Ça, je le vois. Ils font les étudiants comme d'habitude et après, en dehors, dans leur vie associative, et dans des engagements au perso, là, je vois des choses qui sont de plus en plus fortes. Aller passer toutes les vacances à faire exclusivement des choses pour de permaculture, d'autres choses, peu importe. Ça, je le vois émerger. Donc, désolé, mon bilan est un peu démitante. Peut-être quand même pour réagir rapidement, c'était sur les réactions à ça. Moi, effectivement, c'est sûr qu'il y a une radicalisation des radicaux, en fait. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, je veux dire, les gens engagés de ma promo, quand je suis rentrée à HEC en 2016... il n'y a que toi qui pense que c'est il y a très longtemps oui, et que tu commences à être âgé. C'est un moment gênant qui se passe. Pardon. C'est juste que tout le monde est genre, ouais, jeune diplômé et tout. Enfin, bon, bref. Non, mais ce que je veux dire... c'est que, en fait, on était 15 et ce qu'on demandait, c'était vraiment beaucoup moins radical que ce que demandent aujourd'hui les 15 plus radicaux. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ma promo, du coup, les 15 personnes engagées, je les connais. Et quand, face au discours, face aux mots de décroissance, face au fait de se poser la question sur nos carrières, il y a plein de gens qui m'ont écrit, que je connais très bien, qui ne sont pas engagés, mais qui m'ont dit « t'as mis le doigt sur un malaise que j'avais. Et moi, je ne me considère pas comme engagée, je ne suis pas politisée, je suis tout à fait d'accord, il y a un ventre mou énorme. Mais le fait que ce ventre mou-là ressente quand même un malaise et qu'on mette des mots dessus au fur et à mesure et que du coup... Les plus radicaux, en fait, ils tirent un peu la fenêtre d'Overton, quoi. C'est-à-dire que du coup, le ventre mou peut permettre de quand même faire des métiers qui vont beaucoup plus dans la bonne direction qu'avant, sans que aller dans la direction d'une entreprise soit considéré comme un choix radical, quoi. Et on parlait un peu nouveaux récits, nouveaux imaginaires avant. C'est sûr que ces gens-là permettent à ces nouveaux récits-là d'exister. Tout d'un coup, ces gens-là, toi en l'occurrence, donnent une existence à ça. Fabrice,
toujours un moment marrant de lancer Fabrice sur une table ronde parce qu'on va poser une question, on ne sait pas ce qui va se passer après. Non, toi, Fabrice, c'est rigolo parce que tu es un peu les deux. C'est-à-dire tu es à la fois le dirigeant d'entreprise et puis le collaborateur engagé individuel. Tu as des prises de parole qui sont fortes depuis longtemps. Tu t'es posé la question les premières fois ou tu continues à te les poser quand tu fais les tribunes que tu fais, soit signées de toi C3D, soit signées de toi Bouygues, sur la nécessaire décroissance d'un certain nombre de pressions qu'on a sur l'environnement et donc potentiellement d'activités qui s'arrêtent. C'est un truc auquel tu réfléchis, de le faire, de ne pas le faire, à quel point il faut frapper fort? Mais qui sont les plus radicaux? Est-ce que c'est ceux qui dénoncent l'intolérable ou c'est ceux qui produisent l'intolérable? Réfléchis à ça. Moment d'applaudissement. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis un gentil dénonceur d'inconséquence, de cupidité, d'égoïsme et de lâcheté. Voilà. Et moi, je dis, ça fait 34 ans que je suis chez Bouygues. Ça fait pas 34 ans que je suis aussi incisif dans mes prises de parole parce que, hélas, les écoles m'ont très mal formé et ne m'ont pas donné le background que j'ai pu acquérir par la suite sur la connaissance des limites planétaires, que j'ai découvert très tard dans ma carrière, trop tard même. Et à partir du moment où on a compris, qu'on a compris ce qui est en train de se passer, ce qui est juste absolument dramatique, et le temps qui nous reste surtout pour agir, je me dis, mais la première loyauté que doit avoir un cadre exécutif, vu que ce qui me paye, c'est soit je leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre, et là je suis incompétent, soit je leur dis ce qu'ils doivent entendre, et là je suis loyal. Et moi j'essaye de faire preuve de loyauté. Non, je ne dis pas à la direction générale que les arbres grimpent au ciel, que la croissance infinie c'est possible, que la croissance verte c'est possible, que le technosolutionnisme ça va marcher, parce que c'est faux, parce que c'est juste faux. Donc moi, mes collaborateurs, s'il y a un truc que je ne tolère pas, c'est qu'ils mentent. Et aujourd'hui, les gens mentent. Et c'est ça qui est dramatique. Donc il y a deux types de menteurs en fait. Il y a ceux qui mentent parce qu'ils ne savent pas. Alors ça, j'appelle ça des incompétents, il faut répéter. Puis il y a ceux qui mentent parce que... Plus le temps passe, plus ça devient de l'incompétence. Ouais, il y a la question de mais là, ne pas savoir il y a 5 ans, c'est plus la même chose que ne pas savoir aujourd'hui. Et puis après, il y a ceux qui mentent parce qu'ils ont peur. Vous savez, il y a Upton Sinclair qui avait dit c'est normal pour un cadre de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire dépend qu'il ne comprenne pas cette chose. Voilà, réfléchissez à ça. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ils me disent, bah non, tu ne peux pas parler comme ça. Ils vont me virer parce que je dis la vérité de la science. Ça va coûter cher au prud'homme, ça. Donc, vu que j'ai quand même près de 60 000 abonnés sur LinkedIn, j'imagine la lettre que je vais faire, quoi. 2 semaines avant l'arrêté des comptes. La publicité te protège aussi. Et donc, moi, je me dis, la loyauté, c'est de dire la vérité, c'est surtout pour un groupe familial. Ça ne sert à rien de faire croire, oui, on va construire beaucoup plus qu'avant, on va continuer d'artificialiser, etc. C'est faux, tout ça. Donc, moi, je ne considère pas que mon discours est radical. Il est juste réaliste. C'est complètement différent. Sur le contenu de ce qu'on dit quand on décide d'être dans une forme de radicalité, ouais, je continue avec toi. Tu m'as dit en préparant un truc que je trouvais intéressant qui était de dire... Un seul truc intéressant. C'est pas plein d'autres intéressants que j'ai gardés pour les nombreuses tables rondes qu'on va faire ensemble. Non, mais un truc qui était de dire... C'est pas mon boulot d'être juste le porte-parole de la science. Moi, je suis dans une boîte, je dois aussi pouvoir parler de solutions. Et je trouvais ça intéressant parce que ça allait un peu à rebours d'un discours qui est de dire on doit se faire les porte-paroles de la science et ramener la vérité et tout. Pouf, pouf. Une fois qu'on a rappelé certaines évidences, ça c'est très vite parce que de toute façon maintenant, les chiffres sont connus, que ce soit sur la biodiversité, sur le carbone, on sait ce qu'il nous reste à émettre pour atteindre un seuil. En 2 minutes, tu as donné le tableau, il est catastrophique. Et les patrons, une fois qu'ils ont compris ça, ils disent « Ok, très bien, te fâche pas, il faut amener la solution. » Alors autant les scientifiques, on ne peut pas leur demander de faire bac plus 15, de bien comprendre les phénomènes, et en plus de travailler sur les solutions. Ça, c'est non, on ne peut pas leur demander. Par contre, nous, dans les entreprises, on est chargé de mettre en place des solutions. Parce que, comme les Shadocks, pas de solution, pas de problème, pas de solution. Il faut bien que nous, on apporte une nouvelle façon de voir le business dans un monde sous contrainte. Voilà. Et donc, très rapidement, je me suis dit, mais, si soit on considère que c'est une fatalité, puis on y va en chantant, soit comment on fait du business autrement, comment on crée la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Et là, on a travaillé sur les modèles d'affaires. Très rapidement, on s'est dit, tout ça, c'est un problème de modèle d'affaires. C'est un problème de comment on génère les externalités négatives et comment on les prend en compte dans le business, dans le process, pour les éradiquer petit à petit, par itération successive. Et donc, on a développé des méthodes, parce qu'un but sans méthode est un non-sens. On a développé des méthodes pour que, progressivement, pour les business les plus écocides, eh bien, on arrive à écocides, mais utiles,
parce que j'ai déjà fait la même blague hier, mais rien n'est moins efficace ou rien n'est moins efficient, rien n'est moins utile que de vouloir rendre mieux quelque chose qui ne devrait plus exister. Donc il y a tout le problème de la raison d'être d'abord. Hein. Dis-moi à quoi tu sers. Donc si on pense que notre produit est utile pour à la fois des clients et que c'est utile quand même un petit peu... Enfin, c'est utile à des clients, mais c'est utile aussi pour que on prenne en compte les communs. Donc le but, c'est pas simplement que ça soit utile commercialement. Le but, c'est qu'on puisse aussi considérer que ce qu'on fait, ça va nous permettre donc de protéger le capital naturel et de le restaurer et de le préserver. Et donc, il faut intégrer ça dans le process de fabrication, dans le process commercial. Et ça, on y arrive aujourd'hui. Il y a des méthodes qui permettent de le faire. Sauf qu'il faut tout changer. Il faut changer le système de production, il faut changer le discours marketing, il faut faire un nouveau narratif pour les clients, il faut former les collaborateurs. Et ce qui me stresse, moi, c'est pas tant l'absence de solution, parce qu'on peut faire des vêtements autrement, on peut manger autrement, on peut construire autrement. Aujourd'hui, il y a les solutions. C'est le temps qui nous reste pour les mettre en place. C'est ça qui est le plus stressant. Anne-Fleur, sur le contenu de ce que tu dis, quand tu as l'impression de pousser un peu, sur ton profil LinkedIn, tu t'es présentée comme militante-consultante chez Deloitte Sustainability. Dans la vie, tu es militante, tu es membre d'Extinction Rébellion, et tu dis ça me rend un peu meilleur dans mon boulot. Pour être un peu radical, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans les départements RSE des boîtes. On est tous obligés de devenir un peu militants, non pas, enfin, de faire partie de choses en dehors du travail. Personne n'est obligé de rien. Enfin, moi, je fais ça parce que, si je fais mon travail, c'est parce que je considère que j'aime bien ce que je fais, que j'ai beaucoup d'impact dans ce que je fais. Je fais des missions qui sont trop intéressantes et qui en plus touchent des vrais problèmes et changent vraiment les process des boîtes et tout. Enfin, ça, j'en suis convaincue et je ferais pas mon travail si j'en étais pas convaincue. Et je le questionne régulièrement. Et en fait, tout ce que je viens de dire s'applique aussi au militantisme. Si je viens parler, si je suis chez XR, c'est parce que c'est des méthodes d'action dans lesquelles je peux croire et qui sont pas contradictoires, parce que l'objectif à la fin, il est le même, c'est de préserver les conditions d'habitabilité de la Terre. Et ensuite, la manière dont on y arrive, c'est chacun choisit ses méthodes, tant qu'elles ne sont pas, bien sûr, en contradiction avec l'objectif final. Et on peut les multiplier, on peut les changer au fil de sa vie. On n'a pas besoin de dire la bonne méthode, c'est de déserter, la bonne méthode, c'est de rester dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens, après le discours, qui ont cherché à m'opposer aux agros. C'était très désagréable parce que je n'étais pas du tout pas d'accord avec eux. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est les discours d'avant où ils appelaient à déserter, donc quitter le monde de l'entreprise, là où Anne-Fleur incarnait un peu quelque chose d'autre à ce moment-là. En tout cas, il y avait vraiment un truc de ces agros qui appellent à déserter, qui renoncent, qui quittent le vrai monde. En fait, c'est pas eux qui vont apporter les solutions, alors que, regardez, elle, comme elle est bien, elle reste dans le système. Et donc, c'était hyper désagréable parce que, par ailleurs, moi, je suis convaincue que c'est pas une mauvaise méthode, et surtout que c'est pas parce qu'on fait un choix à un instant T qu'on peut pas changer dans 4 ans quand on a envie de faire autre chose, et j'exclus pas du tout de faire autre chose un jour. Donc, pour moi, la bonne méthode d'agir, c'est celle dans laquelle on est heureux. Parce que c'est en étant heureux dans notre méthode d'agir qu'on aura le plus de puissance et qu'on sera le plus convaincu. Et donc, moi, il s'avère qu'il y a les prises de parole, il y a mon boulot en tant que consultante, et il y a parfois les trucs physiques chez XR, mais vraiment de manière super négligeable. Je ne cherche pas par rapport à ce que je fais le reste du temps. Et sinon, par exemple, un choix que je n'ai pas fait, c'est de faire ça à temps plein. Parce que je considère que j'ai encore beaucoup de choses à faire en tant que consultante et je n'ai pas envie aujourd'hui de faire ça tout le temps. Donc, et par ailleurs, de pas beaucoup faire de prises de parole qui ne sont pas liées au monde professionnel. Parce que ça, je me suis dit, en vrai, le grand public, je considère qu'il a des choses, et il y a des gens qui font du militantisme lié à ça, et c'est très important. J'ai pas le bon profil pour ça. J'ai pas envie de passer, j'ai pas envie de passer à la radio pour convaincre les gens qu'il faut consommer moins d'électricité et tout. Il y a des gens qui le font, c'est très important, mais moi, j'ai envie de parler aux entreprises. Et j'ai envie de parler aux gens, aux professionnels chez les gens. Donc, c'est ce choix-là que moi j'ai fait. Ton combat. Exactement. Mais c'est choisir ses méthodes, et c'est pas une bonne ou une mauvaise, et tout le monde ne doit pas le faire. Il y a même des gens qui applaudissent doucement. Valentina, je voulais qu'on parle 2 minutes de ces collectifs. Alors, t'en as dans l'école qui se créent. Le SCP a été le lieu glorieux de la naissance de l'ESCP Transition Network, où plein d'autres écoles après ont reproduit des modèles. Et puis, il se trouve que vous faites de la recherche sur les collectifs de collaborateurs dans les boîtes, qui sont parfois ces lieux un peu terreau d'une radicalité potentielle, ou au contraire pas du tout, et où on va être vachement sur de l'éco-geste. Oui, merci. Je vais te répondre sur les 2 points. Le collectif de ESCP Transition Network, est intéressant pour une raison que je trouve importante
importante à souligner dans les débats qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est le fait que c'est un collectif où nous avons des étudiants super engagés, radicaux, pas tous. Il y a beaucoup de variétés, il y a une forme d'engagement qui est beaucoup plus modérée. Il y a des alumni, mais il y a aussi des profs. Il y a aussi des administratifs. Donc l'intergénérationnel pratiqué dans des instances, certes liquides, certes qui s'appuient sur la duocratie, sur la volonté, tout ça, le volontarisme des uns et des autres, ça me semble un critère essentiel à prendre en compte. Parce que souvent... et donc si vous avez fait une grande école de commerce ou d'ingénieur, il est probable que dans vos écoles, et cherchez-les si ce n'est pas le cas, mais ce soit créé ces groupes un peu informels qui sont un bout de groupe WhatsApp, un groupe qui se réunit. Et c'est assez simplement, on est dans HEC Transition, tous les deux avec Anne-Fleur. Et tu y travailles beaucoup plus que moi, d'ailleurs, la honte pour moi. Mais je vous invite à les rejoindre, c'est des endroits où il se passe des choses, effectivement, et avec des niveaux de seniorité dans l'entreprise, notamment très différents souvent. Donc ça, c'est super intéressant. L'autre point, c'est passionnant, et je pense que Fabrice doit les connaître, ces collectifs de salariés engagés qui se sont formés dans beaucoup de grands groupes, entreprises de taille aussi moyenne, qui essaient de bousculer un peu les pratiques de l'entreprise. Or, il se trouve que c'est un objet nouveau, intéressant, et on a à l'école un doctorant qui est déjà pas mal avancé, Arthur Gauthier, qui est dirigé par mon collègue Aurélien Quier, qui est aussi un des pionniers sur ces sujets-là. Et lui, il a observé, il a fait une vraie ethnographie auprès de plusieurs de ces collectifs, et il a observé en fait un rôle clé pour ces collectifs, il les rapproche d'une sorte de forme de tempered radicals, radicaux tempérés. Ça veut dire quoi? La littérature a déjà étudié ce phénomène dans les mouvements sociaux. Ce sont des individus qui décident de faire avec la culture dans laquelle ils agissent et en même temps de changer les règles du jeu et de les changer fortement. Donc c'est une position assez inconfortable, si on veut, parce qu'on ne le fait pas en mode frontal avec un punch, mais on le fait en essayant de faire ça de l'intérieur. Après, une chose intéressante de ces premières observations consiste à dire que il y a ces collectifs. Est-ce qu'ils sont tous radicaux, extrêmes? Est-ce qu'ils sont tous modérés ou timides? Il y a autant de variétés de formes que de collectifs, parce que derrière des collectifs, vous avez des individus dont les parcours vont affecter des choses différemment. Mais il y a beaucoup de gens. C'est vite des groupes de 500, 1000 personnes dont en fait la couleur est très donnée par les leaders un peu fondateurs. Tout à fait. Les leaders très fondateurs. Et globalement, on observe quand même une forme de « OK, on veut collaborer ». On devient plutôt un allié des directions de développement durable. Certes, il y en a certains qui sont plus mais en minorité, c'est très peu. En tout cas, c'est un phénomène super intéressant. Comment au sein d'une organisation, il y a des sous-organisations qui partagent des valeurs, des missions et du sens, et qui essayent de faire bouger les choses en dehors de la hiérarchie et des process établis. Et qui ont créé ce truc génial, c'est qu'ils se sont réunis dans une asso de loi de 1901 qui s'appelle Les Collectifs, et donc qui envoie un membre par collectif de boîte, et qui est cette espèce de méta-gouvernance de l'ensemble. Je voudrais qu'on ait le temps pour des questions, mais avant ça, peut-être, est-ce que... Le truc un peu frustrant, c'est que Anne-Fleur et Fabrice nous répondent « Non, mais c'est facile d'être radical. Je fais mon discours, tout va bien. Je dis la vérité, tout va bien. » Je pense qu'il y en a parmi vous, nous, qui expérimentent aussi peut-être un peu les limites du truc ou qui ne savent pas par quel bout prendre le problème. Est-ce que vous avez un peu un conseil, un truc qu'on pourrait dire? Toi, Anne-Fleur, quand on préparait, tu étais beaucoup autour du... Moi, je dis beaucoup « je fais attention ». Bon, allez, Fabrice. Je pense que si on veut être crédible sur les sujets, il faut être compétent. Donc il ne faut pas se tromper dans les chiffres, dans les ordres de grandeur, il faut travailler. Moi, quand j'écris une tribune, que j'annonce des chiffres, je les vérifie, quoi. Comme un journaliste le ferait, enfin comme un journaliste devrait le faire. Et ça, c'est important de se baquer quand même, parce que sinon on passe pour un rigolo. Voilà. Donc il faut travailler. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, je dis souvent, la sincérité triomphe de tout. Ça se voit, les gens sincères. Ça se sent, ça se ressent, c'est du body language, quoi, en fait, hein. Y compris à l'écrit, d'ailleurs. Donc, on n'ose pas baffer quelqu'un qui a l'air sincère. Enfin, je ne sais pas, mais tu es d'accord avec ça? Voilà. Faut mettre un peu d'émotion parce que c'est grave. Voilà. Et puis, il ne faut pas laisser les gens dans le désarroi en leur disant, voilà, oui, c'est grave, mais on peut faire autrement. Parce que si vous restez sur votre discours radical et puis que vous ne proposez rien derrière, bah, c'est l'effet fresque du climat, quoi. So what, quoi, hein. Donc nous, les entreprises, on attend de nous encore, j'appelle des... Alors j'aime pas tellement le mot solution, parce qu'il n'y a pas de solution en réalité, hein. On peut faire moins mal, jusqu'à temps de faire bien lorsque le système aura changé. Parce que le problème, c'est que tant qu'on sera dans le système qu'on connaît aujourd'hui, là, ça ne va pas le faire, hein.
Donc il va falloir vraiment qu'on change de système, qu'on change de modèle de société. D'où les narratifs, d'où des imaginaires. Donc il va falloir qu'on vende. Ce matin, j'intervenais dans une conf. Vous allez dire, il fait que ça, hein. Mais je suis aussi advocacy de Bouygues, donc une conf invitée par les marques. Les marques. Et j'entendais le type qui introduisait le machin là. Bah oui, les marques, faut commettre un petit peu de l'erreur dans les marques parce que ça se voit maintenant, le greenwashing, tout ça. Et en fait, ils sont restés sur le même imaginaire, que les gens aiment consommer, qu'ils aiment bien aller le dimanche après-midi faire leurs courses dans les supermarchés, que le bonheur, c'est d'acheter, etc. Alors je les ai baffés un peu, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. J'ai dit, alors j'aurais fait le coup du ticket de caisse de Paris, que vous le connaissez. Hein, voilà, j'achète une paire de chaussures, X euros, je vais en week-end à Essaouira, X euros, j'achète je sais pas quoi, des vêtements, X euros. Et puis ça, c'est censé rendre heureux les gens. C'est ce qu'on nous a dit depuis tout petit. À l'école, à l'ESCP, ils ont appris ça, à HEC, ils ont appris ça, etc. On crée des besoins. Voilà. On crée des besoins. C'est quand même extraordinaire quand on y repense le wording qui est choisi dans ces cours. On crée des besoins, puis les gens ensuite satisfont ces besoins, et puis après ils sont heureux parce qu'ils impressionnent leurs copains, le mimétisme. Enfin, c'est un truc, c'est l'économie dans laquelle on vit. Hein. Et puis tu as le ticket de caisse d'à côté qui est où c'est 0 euros le total. Hein. C'est passer du temps avec les gens qu'on aime bien, rigoler, faire des câlins, etc. Ça, c'est 0 euros. Puis après, on fait choisir. Vous préférez les 3 500 euros ou les 0 euros? Quand on demande aux gens, c'est l'étude qui a été faite en Espagne, là, où on pose la question aux gens. En Espagne, c'est des gens qui étaient malades, qui ont des maladies chroniques, qui sont en centre palliatif. Ils ont plus que quelques jours à vivre. C'est sur 8 000 personnes, hein, c'est pas une petite étude. Et il y a des sociologues qui ont été les voir et qui leur ont dit... bah voilà, si vous deviez rembobiner un peu votre vie, là, il vous reste 15 jours à vivre ou 3 jours, bah, qu'est-ce que vous auriez fait de plus et de mieux? Bon, bah, il n'y en a pas un qui dit j'aurais vachement aimé optimiser plus le BFR, j'aurais bien fait vendu plus de casseroles, et puis faire plus de tableaux Excel. Personne ne dit ça. Ils disent ouais, j'aurais préféré passer plus de temps avec mes enfants, faire plus de sport, apprendre un instrument de musique, etc. Ils disent tout ça. Donc, il va falloir qu'on réapprenne à vendre de l'immatériel. Parce que comme on va rentrer dans un monde qui va se contracter sur les flux physiques, je ne vais pas faire mon Jancovici de service, mais c'est ça qui va se passer, pour 2 raisons. Du coup, on ne va pas pouvoir vendre à nos étudiants, parce que là, j'entendais madame qui disait, oui, ils laissent toujours les étudiants en tête que c'est l'argent qui les intéresse. Mais ça dépend comment tu leur poses la question, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, moi, je vous mets mon billet, je suis prêt à payer tout ce que vous voulez, que vos enfants gagneront moins que vous, et que vos petits-enfants gagneraient encore moins que vous. Donc de vendre à nos élèves, aujourd'hui à nos étudiants, aux jeunes, les mêmes blagues qu'on nous a vendues, ma génération à moi, mais c'est leur mentir. C'est leur mentir. Non, on va gagner de moins en moins d'argent, c'est une évidence, parce qu'il y aura moins de flux physiques qui vont rentrer dans l'économie, donc il va falloir qu'on gère la décroissance, qu'on le veuille ou non. C'est pas que je le souhaite, c'est que ça va être un fait. Et donc il va falloir qu'on choisisse entre ce qui est essentiel et non essentiel. Et donc il va falloir qu'on établisse un narratif pour faire accepter ça, basé sur l'immatériel. Et la génération qui va souffrir un peu de ce changement de société, c'est nous. Parce qu'il y a un terme qu'on appelle le shifting baseline. Nous, on a connu l'abondance. L'avion pas cher, la viande à tous les repas, les vêtements qu'on change en permanence. Et puis là, on va rentrer dans les 250 ans qui viennent. Là, ça ne va plus du tout le même sketch. Mais il y a une génération qui va se souvenir de ce qui s'est passé avant, puis qui vont commencer à vivre avec ce qui va se passer maintenant. Ils vont se souvenir. Mais la génération qui va arriver après, qui n'auront pas connu cette civilisation d'abondance, cette gabegie, parce que les anthropologues du 22e siècle, s'il y en a encore, quand ils vont rouvrir un petit peu nos poubelles, là, ils vont dire mais c'était complètement malade, quoi. Il y avait des mecs qui étaient tout seuls dans des voitures de 2 tonnes, mais comment c'était possible, quoi, qu'ils soient aussi cons. Et Fabrice Bonifay levait l'alerte pourtant. Ils avaient des indices, ces gens-là. Il y avait aussi Anne Flore, voilà. Et dans leurs écoles à la con de commerce, ils apprenaient ça. Voilà. Ils étaient diplômés pour ça, ils étaient même considérés comme l'élite. Voilà. Et ils apprenaient à détruire le monde, comme la dame l'a dit là. Et ton truc du ticket de caisse, l'ironie du sort veut qu'une marque l'a très bien raconté. Oui. Et c'était Mastercard. Bien sûr. C'était la pub de le reste, ça n'a pas de prix. Et c'est drôle parce qu'à l'inverse, c'était la boîte qui bénéficiait du fait qu'il y ait une transaction. Ouais, mais en fait, les plus cyniques sont ceux qui utilisent le mieux ces codes-là. Hein. Et ils savent le faire d'ailleurs. Hein. Bon. Bref, vous avez compris. Bon. Allez, il faut qu'on prenne les conseils de la droite de la table. Bravo. Non, juste pour revenir très rapidement quand même sur la question de... Enfin, c'est sûr qu'il y a des frustrations parfois d'être radical en entreprise, enfin, c'est évident.
Moi, déjà, le premier truc que j'ai appris dans cette dernière année, c'est que la plupart du temps, les freins qu'on imagine être, et quand on n'ose pas dire des choses à son patron, quand on se dit bah, je suis pas en position de donner mon opinion, c'est pas mon rôle, etc., bah, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous mettons ces freins-là. Et en fait, si on a vraiment des choses à dire et qu'on pose le discours et qu'on n'est pas dans une espèce, qu'on prend aussi le bon ton, qu'on réfléchit au bon ton, réfléchir aux mots qu'on emploie quand on commence à évoquer ces sujets, c'est important. Je rejoins complètement Fabrice sur ce qu'il a dit sur il faut faire ses devoirs. Enfin, en fait, on va pas taper du poing sur la table si c'est pour ne rien dire. En fait, c'est pour dire des choses concrètes, prêtes. Et en fait, dans ce cas-là, ben, tout à fait, on est entendu. Quand on est sérieux, quand on parle de vrais sujets et où personne n'est capable de dire non, c'est sûr qu'on vous écoute. Et puis, si on vous écoute pas, et ben vous partez, vous allez le dire ailleurs. Un petit on se lève et on se casse, comme on aime bien les dire quand même. Valentina, toi, tu as un truc autour de... Il faut interpeller, il faut y aller. Ouais, en fait, moi, je me considère comme un prof radical dans une école de commerce. Hein, donc, limitons les ambitions des uns et des autres. Mais en fait, si vous voulez, je vais vous dire une chose, vous le savez peut-être, le prof, dans sa salle de cours, est roi. Toutes les écoles de commerce d'ingénieurs sont en train de changer les syllabus. Donc, formellement, on est en train de voir des améliorations. Mais en fait, ouais, mais ça ne suffit pas. Parce que la façon dont on aborde les sujets, le temps qu'on alloue aux différents sujets mainstream versus ces sujets émergents et si importants, change complètement l'effet qu'on peut avoir sur les étudiants. Et en fait, oui, on parle beaucoup de politique, formation formateur, il faut se former, tout ça. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de faire des étudiants mes alliés. Je lance au début de chaque cours, à la fin de chaque cours, un appel à l'interpellation. C'est-à-dire, je les appelle à aller bousculer des affirmations tellement, certes, je dirais, de la part de certains collègues, mais qui ne répondent plus du tout aux enjeux actuels et qui sont le paradigme de l'économie néoclassique qui n'est plus applicable du tout. Et je les invite à les interpeller parce que sinon, ce système il est assez imperméable. Hein. Oui, il y a des trous de temps en temps où il y a un peu d'eau qui rentre. Mais en fait, l'appel à l'interpellation, pour moi, c'est un truc qui me motive. Et je pense que c'est un peu aussi la chose que disait Flore. Parce qu'en fait, si on est préparé, on va voir son chef et on lui montre « Non, mais toi, tu rêves, là. De ressources, il n'y en a plus. On a beau faire du recyclage, mais on en extrait trop de ressources. » Là, ça passe. Donc, vous aussi, appel à l'interpellation de tous vos collaborateurs et de vous-même aussi. C'est un bel appel à la piraterie. Je trouvais ça chouette pour finir, parce que cet appel à la piraterie, qui consiste dans le cas de Valentina quand même à mettre une petite peau de banane sous la peau de ses propres collègues, je trouve qu'elle s'applique assez bien à nous ici, quoi. C'est facile d'être radical entre gens qui pensent pareil à ProDurable, et puis on va retourner dans les boîtes lundi, enfin demain. Moi, je suis à la semaine de 2 jours et demi, dont 2 à ProDurable, j'ai une vie assez particulière. Non, mais il y a ce truc, quoi. Quel degré de radicalité on acceptera d'avoir dans un monde où il y aura un peu des vents contraires. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais, bien sûr. Bon, on a même un micro de la salle, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Bonjour, moi je suis aussi consultante indépendante climat pour du coup les entreprises, TPE, PME. Et alors c'est une question plus pour Anne-Fleur, mais donc la radicalité en entreprise, après il y a la radicalité avec les clients qui potentiellement est soutenue par... du coup moi j'ai pas de boss, mais je suis ma boss donc je me soutiens seule. Mais toi par rapport à tes boss, tes managers, comment ils soutiennent ça en fait, le discours radical, mais du coup vers les clients? Alors super intéressant. La posture consultant n'est pas la posture militant. Ça, c'est évident. Et dans la manière dont on se présente quand on est face à des clients, je suis militante, je suis là, je vous parle, c'est cool. Je parle pas comme ça à mes clients, c'est normal. Enfin, en fait, on est là pour présenter les choses de manière rationnelle. On collecte des données, on fait des analyses, et c'est pas mauvais. Hein. Enfin, on fait des analyses, on présente des scénarios, différents scénarios, et à la fin, c'est le client qui choisit, c'est normal. Pour moi, cette posture, elle n'est pas nécessairement à remettre en question. Il y a un enjeu de qu'est-ce qu'on présente, de choix. En fait, si on présente
3 scénarios, bah, en fait, quels sont ces 3 scénarios qu'on présente? Bah, si il y en a que un qui est acceptable vis-à-vis de la science et les 2 autres sont un peu moins ambitieux, bah non, on peut se dire, on vous a présenté des scénarios seulement science-based, voilà. Donc il y a une notion déjà de ce qu'on présente. Et ensuite, moi, il y a un sujet sur lequel je me penche beaucoup en ce moment, c'est face au constat que parfois, cette posture-là, qui est la posture de tout consultant sur n'importe quel sujet et qu'on reproduit sur les sujets sustainability, n'est pas suffisante. Et que parfois, on se retrouve face à, bah, à la fin, c'est le client qui décide, hein, c'est le propre de mon métier. Et du coup, on se dit, bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Comment est-ce que je peux faire le plus? Et surtout, pas tant dans des moments où il y a quelqu'un qui est frontalement opposé et tout ça, mais plutôt dans des moments où on sent qu'on est dans une réunion face à 7-8 personnes et que parce qu'on ne savait pas précisément qui on avait face à nous et tout, bah on fait le truc, mais à la fin, ça fait un peu flop et ils choisissent le scénario du milieu et c'est pas top. Et ben, moi, je suis en train de réfléchir, mais plutôt à titre personnel, à comment est-ce que la posture militante peut aussi venir aider cette posture consultant, pas en étant dans la radicalité frontale et tout, mais en se disant, bon bah voilà, moi je fais cette activité par ailleurs, comment est-ce que je peux aussi venir voir ça avec mes clients? J'ai pas de réponse claire. Aujourd'hui, ça dépend énormément des clients. Enfin, pour moi, la réponse claire, c'est savoir qui on a en face de nous, en fait, et se trouver les bons alliés chez le client, et savoir appuyer aux bons endroits. Mais il n'y a pas de réponse unique, c'est certain. Mais par contre, c'est sûr que c'est la clé du sujet. Enfin, notre objectif de consultant, c'est d'accélérer le reste de l'économie, beaucoup plus que notre propre entreprise. Donc, c'est évident que c'est la clé du truc, quoi. Valentin, SNCF Lab Impact. Ma question, c'est comment on témoigne de cette radicalité auprès du ventre mou, pour reprendre vos mots? C'est-à-dire comment on témoigne? Ma question, c'est, disons, le ventre mou serait imprégné d'un récit dominant, d'un discours dominant. Comment nous, on propose quelque chose de désirable, d'alternatif en témoignant de cette radicalité? Bah, déjà, juste première réaction, c'est pas forcément le rôle de tout le monde de proposer un nouveau récit. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire ses devoirs, je reste là-dessus, mais par contre, faut pas non plus porter toute la charge du monde sur ses épaules. Et en fait, c'est pas forcément à des collaborateurs engagés de devoir porter ça. J'avais eu la situation, en l'occurrence chez Deloitte, Deloitte communique, il y a plein de départements différents, et la com de Deloitte communique sur les différentes publications de tous les départements. Et en fait, il y a une fois ou deux où, au sein de Deloitte Sustainability, on leur a souligné que certaines des publications n'étaient pas hyper science aligned, quoi. Et en fait, la com nous a dit, ah bah super, vous pouvez nous le signaler. Et on veut dire, bah c'est pas mon métier en fait. Enfin, en fait, être collaborateur engagé n'est pas gage de faire le métier des gens dont ce serait le métier de créer les nouvelles solutions et de créer les nouveaux récits. C'est la première réaction. Et après, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est être ambassadeur de ça auprès de nos directions. Si je suis le collaborateur, la collaboratrice engagée d'une direction, et c'est de dire, je suis là au soutien des gens dont c'est le boulot de vraiment de réfléchir à ces trucs-là. Et le moment où ils sortent des trucs, le moment où ils sortent des formations, le moment où ils sortent des nouveaux process, en fait, je suis là pour dire, oui, nous, collaborateurs, on est contents et on ne voit pas ça comme un truc réfractaire et embarquer tous les autres gens là-dessus. Mais on ne peut pas être à la fois au four et au moulin de tout créer, quoi. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier qui était très bien raconté par une sociologue qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kellier dans un des derniers podcasts du Monde, Chaleur Humaine, c'est que dans les milieux CSP+, avec un peu d'argent dans lesquels, dans les faits, on baigne, l'effort écologique qu'on fait, on le réinvestit socialement. Aujourd'hui, je mange moins de viande, je vais moins loin en vacances, et en gros, c'est un peu à la mode. Et donc, dans cette population-là, qui est celle qui a les moyens, il y a un effet d'entraînement possible autour de ça. On parlait de l'anti-radicalité, qu'est-ce qui est radical aujourd'hui? Ça devient ringard de dire je suis parti à l'autre bout du monde pour un week-end, tu le caches plus. Il y a une très bonne pub, un très bon dessin humoristique de je sais plus où qui disait t'as passé des bonnes vacances? Ouais, j'étais aux Seychelles. Et il dit c'est marrant, je l'ai pas vu. Et elle dit non, je fais gaffe à mon empreinte carbone digitale.
J'ose plus le mettre sur Instagram, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Ce qui pose une question, pour le coup, dans les classes plutôt plus défavorisées économiquement, où c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'effort d'acheter de seconde main, il est plutôt associé à l'image de je n'ai pas assez d'argent. Donc il y a une question politique, sociologique à aborder. Mais dans les milieux socio-économiques qui sont les nôtres, je suis assez optimiste sur ce truc-là. Je sais pas si avec AXA Climate, on parle que d'environnement toute la journée à l'heure du déj. Donc évidemment qu'on est le représentatif de rien du tout. Mais dans ces petits univers, ça marche dans le vide, dans un tube à essai, disons. Il y a ce petit truc, ce petit effet d'entraînement qui est qu'on va les bouger parce que l'alternative est de moins en moins enviable. Et en fait, à un moment, si je peux plus raconter que je suis parti en vacances aux Seychelles, je vais peut-être plus y partir. Juste un commentaire, on dirait plus ça marche pas. Ouais. Plus un commentaire qu'une question. Moi, je travaille dans un grand groupe du 440 et on n'est pas forcément tout le temps méchant dans les grands groupes du 440. On essaie de faire bouger les choses. Par contre, j'ai beaucoup de jeunes quand on cherche quelqu'un qui me dit ah non, pas dans les grands groupes, ça bouge pas. Et justement, ce que j'ai envie de vous dire, mais venez quoi. Parce que c'est justement là où il faut que ça bouge. Donc, tout le monde veut partir dans des startups, des trucs. J'ai rien contre les startups. Mais en fait, venez faire un peu de radicalité. Alors, pas frontalité, parce que ça n'a rien à voir. Mais venez, moi j'en appelle plein. Je dis, mais venez, j'ai besoin de vous. On y va, on va voir l'ESCOM et on va leur parler. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir du courage. Mais venez nous rejoindre, parce que c'est trop facile de dire aussi, je viens pas parce que vous bougez pas, les grands mastodontes. Mais venez nous faire bouger. Moi, c'est un appel à dire... rejoignez les grands majeurs du 440, ils ont besoin de jeunes comme ça, ils ont besoin de jeunes. Mais ce sera aux jeunes de trouver les solutions. Enfin, je suis désolée, mais c'est aussi à vous de nous proposer des choses qui soient au niveau. Solutions. On les propose, mais j'ai besoin de gens avec moi pour vous accompagner. On ne va pas faire une équipe de 3 personnes. Donc j'ai juste les solutions, on les propose. Mais les jeunes, ils ne sont pas plus formés que des gens qui ont 20 ans de carrière. Non, recrutez donc des gens qui ont 20 ans de carrière, qui ont une vision, qui sont à des postes à responsabilité, qui peuvent porter stratégiquement ça. Et là, vous allez avoir plein de jeunes qui vont vous rejoindre pour soutenir ces gens-là. Il n'y a pas de problème. Ça existe, hein, madame. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis absolument pas que ça n'existe pas. Encore une fois, Bouygues de loi sur cette table. Ça existe en plein de groupes. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de gens à former aussi derrière pour avancer avec nous. Parce que vous trouverez 1-2 compétents de 20 ans qui va pousser, mais on a besoin de gens jeunes pour former, on a besoin de relais. On a envie de passer le relais. Eh ben, je suis sûre qu'il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent agir. Si vous proposez des choses qui sont effectivement au niveau, il n'y a aucun problème. Enfin, a priori, il y a plein de jeunes qui ont envie d'agir beaucoup. Enfin, ce qui est intéressant, ça va être la question de la vitesse aussi. C'est-à-dire, il n'est pas faux de constater que plus une organisation est grosse, plus elle est compliquée à orienter. Et ça, c'est un peu éternel. Or, le problème de la vitesse n'est pas qu'un truc de goût, parce que finalement, entre une start-up digitale où ça allait aller très vite et un grand groupe où on pouvait dire que ça allait un peu plus lentement, à l'époque du digital, c'était un truc de goût, littéralement. J'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand c'est bien structuré. Là, on a une petite question de la vitesse d'exécution par rapport à des limites planétaires qu'on est en train de se prendre. Donc, ce truc de la vitesse qui était vraiment à nouveau une opinion, je pouvais aimer la vitesse ou pas, là la vitesse devient nécessaire et se pose la question de comment, notamment dans les setups organisationnels, ça devient des questions de gouvernance, hein. Les boîtes peuvent laisser suffisamment de place à ces gens qui essaient de bouger pour qu'ils arrivent à bouger le truc. Alors il me reste 3 minutes, donc je vais essayer de prendre un maximum de questions, on va essayer de faire court. Oui, bonjour. Je reviens sur l'idée de construire un narratif sur ce qui est souhaitable et changer de système. Vous disiez qu'il va falloir apprendre aux gens, vendre aux gens le fait de gagner moins. Voilà, dire il y aura moins d'argent, gagner moins. Ici, nous sommes, je pense, majoritairement convaincus de cette importance et de ce sujet. Malheureusement, je vois autour de moi et au sein de mon entreprise des gens qui ne l'entendent pas comme ça. Et même dans ma propre famille, j'ai des enfants d'une vingtaine d'années. Et j'ai beau évangéliser depuis des années, mais ils me disent « Mais maman, comment tu peux me dire ça alors que tu fais partie de la génération qui a tout foutu en l'air, quoi. » Voilà, vous avez voyagé, vous avez consommé, vous avez... votre génération a fait cela. Et aujourd'hui, moi, je veux bien faire des efforts, mais par quel bout on prend les choses? Non, mais déjà, le problème, c'est déjà ce que vous venez de dire. Les gens qui considèrent qu'il faut faire des efforts, comme vous dites, c'est comme les régimes. Hein. Si un régime... Faire un régime, c'est faire un effort. Souvent, les gens, ils arrêtent au bout de 3 jours, quoi. Donc, il faut arriver à établir un narratif
d'un monde meilleur où ça ne sera pas un effort, ce sera une envie. Il faut transformer l'effort en envie, ça c'est la première chose. Et puis sur le fait qu'il y a plein de gens qui disent « Attendez, mais il n'y a pas que vos enfants qui vont dire « Attendez, toi tu as profité de plein de trucs, puis nous on veut aussi ». C'est le problème du narratif, il faut changer le narratif. Puis on peut même aller plus loin. On peut, les Indiens, les Chinois, les Africains, où on s'est gavé, nous, pendant des décennies, et eux, ils sont restés dans la misère. Puis on pourrait se dire, eux aussi, ils aspirent sans doute à avoir un confort matériel plus important, etc. Mais, encore une fois, regardons les chiffres tels qu'ils sont. Personne n'a envie de vieillir, surtout quand on arrive à un certain âge. Hein. Mais ça s'impose à nous. On négocie pas avec le non, ça. Hein. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc le fait quand il y a des gens qui me disent mais on veut pas renoncer parce que il y a pas de raison et puis de toute façon nous on n'est que 1% des émissions mondiales donc les Chinois en ont. Mais de toute façon, ce qui va se passer, l'Europe va rentrer. On est déjà en récession, ça vous a pas échappé. Hein. On compense par de la dette aujourd'hui ce qu'on n'est plus capable de faire produire par les flux physiques. Donc il y aura moins en moins de pétrole. On ne produit pas de pétrole aussi peu en Europe. Hein, et c'est la première des énergies fossiles qui va rentrer en déplétion. Et c'est déjà le cas. Donc il y a une obligation plus que morale de laisser l'essentiel des énergies fossiles là où elles sont, si on ne veut pas dégrader le climat. Donc de toute façon, de moins en moins, on va y avoir droit qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Donc toute la question maintenant, c'est comment on va gérer ça. Et donc, ça veut dire de la planification, ça veut dire des narratifs, ça veut dire du courage, ça veut dire du leadership, ça veut dire de la lucidité, et ça veut dire changer nos modèles d'affaires. J'ai quelqu'un au fond qui me dit on arrête. Donc, je crois qu'on arrête. Merci beaucoup à vous trois. On avait un casting de rêve, je trouve, non ? Eh ben merci, salut, bonne fin de salon et bonne journée. Moi je ne retravaille pas avant lundi, alors c'est vous dire.